qu'est-ce qui se passe à Paris? Donc tous les jours, un peu plus de 200 000 personnes supplémentaires. Donc solde, naissance, moins d'essais. Ça vous donne tous les 10 jours la population parisienne. Mais Paris, quand même, c'est assez grand. Ouais, il faut faire ça tous les jours. Évidemment, on ne construit pas un Paris tous les jours. En réalité, la moitié de ces nouveaux arrivants sont soit dans les campagnes, en gros une moitié est en campagne, et l'autre moitié c'est dans des villes, c'est Lagos, Kinshasa, Dar es Salaam, Rio de Janeiro, etc. Et donc ici vous avez donc, la projection dont j'ai parlé tout à l'heure, les trois lignes de tout à l'heure, c'est la projection moyenne, donc la projection c'est au milieu qui est en bleu. Et donc le principe de cette projection c'est de considérer qu'en 2100 on sera à un taux de fécondité de 2,1 enfants par femme, c'est le taux de renouvellement. Donc ça nous permet de dire qu'on va passer avec cette projection moyenne à 9,8 milliards en 2050. Bon, ça a été un petit peu évalué, mais peu importe. Et puis 11,2 en 2100. Donc ça, c'est vraiment les projections. C'est ce qu'on voit dans les journaux régulièrement. Enfin, quand on pas, on verra la fin. Encadré par une projection basse et une projection haute. Alors, ces projections extrêmes, c'est plus 0,5 enfants, moins 0,5 enfants par femme. Alors, la projection rouge, c'est catastrophique pour la planète, donc j'en parlerai pas. La projection basse, c'est un peu une utopie, c'est-à-dire c'est ce qu'on pourrait faire de mieux si on prenait en charge, on s'intéressait vraiment à la démographie, on peut faire ça. C'est-à-dire passer par un maximum qui est à 1 milliard de plus qu'aujourd'hui, et par contre décroître ensuite, et revenir à peu près à ce qu'on est aujourd'hui, on est 7,7, on a déjà dit, donc 7,3, vous voyez pas loin. Donc si décroissance démographique il y a, de façon non coercitive, sans guerre, sans famine, etc., sans grosse famine, les familles viendra, mais sans grosse famine, le mieux qu'on puisse faire, c'est cette projection verte, cette projection basse. Et évidemment, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on se calme là-dessus. C'est notre objectif, c'est dire qu'on voilà, on va essayer de faire tout ce qu'il faut pour être... Alors, où va se situer le corps de cette croissance? Alors, on peut partir de la gauche, l'Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis, 130 millions d'habitants supplémentaires, le cumul à la fin du siècle. C'est pas énorme, mais malgré tout, vu le niveau de vie de cette partie du monde, ça pèse quand même. Bon, l'Amérique du Sud, plus l'Océanie, ça contrebalance la prévision européenne, qui est quand même de moins en moins sûre, parce qu'il y a quand même le problème des migrations, mais théoriquement on devrait décroître. L'Asie, plus de 170 millions, bon là aussi on peut dire c'est pas énorme, le problème c'est que l'Asie est déjà surpeuplée. Donc ça se rajoute, et le gros de la troupe c'est l'Afrique, et c'est essentiellement l'Afrique intertropicale, donc j'ai exclu l'Afrique du Nord et l'Afrique australe, et donc 3 milliards 200 millions, par contre c'est toute l'Afrique, hein. 3 milliards 200 millions, mais plutôt concentré sur l'Afrique donc intertropicale, c'est le gros de la troupe, voilà, plus de 3 milliards d'Africains supplémentaires, avec les problèmes dont on entend parler maintenant assez régulièrement. Et donc, je vous ai mis ensuite la démographie qui influe ensuite dans tous les domaines de l'environnement ou même socio-géopolitique. Donc 3 domaines principaux que je vais traiter rapidement, qui sont la biodiversité, l'eau douce et le climat. Mais on pourrait parler de la acidification, enfin disons les océans en général, les pollutions diverses, la pétrochimie fossile, les questions de surpêche, la déforestation, le problème des terres arables, donc l'affaiblissement des terres et le problème des migrations. Donc nous on va simplement traiter rapidement ces 3 cas de figure. Et tout d'abord donc la biodiversité. Donc vous avez la courbe d'augmentation de la population. Donc en bleu depuis donc 1800, depuis les fameux 1er milliard, et la courbe d'extinction des espèces. Donc vous voyez 2 courbes en parallèle. Alors bon, c'est pas parce qu'ils sont pareils que forcément l'une est plus sur l'autre, mais enfin c'est quand même une présomption d'action. Il est normal de perdre des espèces. Hein. Le problème c'est qu'actuellement on perd entre 100 et 1000 fois plus d'espèces que la normale, disons qu'avant 1800 par exemple. Donc ça c'est un sujet qui est quand même traité de temps en temps par les médias, et donc cet automne vous avez eu le rapport du WWF, et donc on vous disait 60% des vertébrés, donc réduction de 60%
60% depuis 1970. Donc c'est impressionnant, quand même, 60% en quoi en 40 ans, 48 ans, disons. Et là, ça avait été repris. Donc là, il était remis en 40 ans, donc c'était sur l'Express. Donc là, les ours blancs, donc essentiellement liés évidemment au réchauffement climatique. Oui, alors donc, là on a vu donc, les éléphants, là ici les ours, vous avez tout le problème des tigres et des lions. On s'inquiète beaucoup de cette faune parce qu'en fait elle est emblématique évidemment. Hein, ce sont des animaux fabuleux. Bon, mais c'est surtout, ce sont des animaux, en fait, c'est ce qu'on appelle la mégafaune, et c'est une faune avec laquelle on ne peut pas cohabiter. Hein, donc elle est trop grosse, elle demande trop d'espace et elle est trop dangereuse pour nous. Donc en fait, il faut lui laisser de très grands espaces. Mais ça, on ne sait plus faire parce qu'on a besoin de territoire, on colonise. Hein, on fractionne les territoires en faisant des routes, etc. Donc en fait, c'est pour ça que on est obligé de se poser la question de la mégafaune. Mais la biodiversité, ça n'est pas que la mégafaune, évidemment. Hein. Vous avez entendu parler de l'histoire des insectes sur les parapluies, on a perdu quasiment tous les insectes, etc. Bon, donc la biodiversité est beaucoup plus vaste. Mais c'est vrai qu'on s'attache plus à celle-ci, car elle est emblématique. Alors, la question de l'eau douce maintenant. Donc ici vous avez un puits en Inde, bon, c'est assez caricatural, mais enfin ça existe malgré tout. Et donc, en fait, l'eau douce disponible renouvelables, donc c'est en fait ce qui tombe sur les continents, moins l'évaporation sur les continents, et c'est, je l'ai mis en bas, globalement 40 000 km3 d'eau par an. Et il se trouve que c'est quasiment toujours la même chose. Alors peut-être qu'une année c'est 41 et l'autre 39, mais en moyenne c'est ça, c'est la même chose. Et donc évidemment, cette disponibilité, quand on la ramène au nombre d'individus, ben, ça diminue. Hein. Donc vous avez la croissance de la population, donc là elle est en marron, et puis la disponibilité par personne qui forcément a diminué en sens inverse, il n'y a pas de choix. Et donc on est actuellement, on parle peut-être de 18 mètres cubes d'eau disponible, on est en dessous des 6 000. Alors on est malgré tout encore dans la zone bleue, hein, c'est-à-dire, vous voyez, donc, entre 1950 et 2017, on a bien réduit, mais après tout, l'observation, on en a quand même encore. Alors, je vous ai mis les seuils de l'ONU, donc on va l'avoir après. Donc, pénurie entre 0,8 m3, etc. Alors, attention, ça, c'est pas l'eau disponible du robinet, hein, c'est l'eau douce disponible, dont on se sert pour l'agriculture, pour l'industrie, etc. C'est pour ça qu'on a besoin de nouvelles pubs quand personne n'est parti. Sinon, heureusement, on n'a pas besoin de ça dans la maison. Et donc, si on repart donc, de 1950, qu'est-ce qui se passe avec une population, j'ai dit tout à l'heure, de 2,5 milliards de personnes sur la planète? Mais en réalité, la ressource, on l'a. Il y a déjà des petits problèmes en Afrique du Nord, mais globalement, la ressource, elle est là. Alors, ça ne veut pas dire qu'en 1950, il n'y avait pas de personnes qui souffraient de la soif, ou qu'il y avait des problèmes dans un très grand nombre de pays. Mais là, c'est parce qu'on ne savait pas mobiliser la ressource. Et la ressource, elle y était. Donc globalement, on serait resté 2,5 milliards, il n'y avait pas de problème de ressources disponibles. Il y avait des problèmes, il fallait faire des canalisations, des barrages, des choses, ça c'est évident. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui déjà où on est 3 fois plus? Bon, bah, c'est facile à voir, parce qu'il pleut et il s'évapore quasiment la même chose partout. Donc on est déjà dans le rouge, dans toute une partie de l'Afrique, et puis de l'Asie sous-continent indien. Donc ça c'est très simple à faire, on a les statistiques par pays, on a les statistiques, les projections. Alors pour l'eau c'est même pas de projection parce que c'est quasiment constant, on a une projection de population. Ce schéma est assez long à faire, mais c'est facile, hein, n'importe qui, c'est faisable même dans une classe de géographie, dans des lycées, des collèges et des lycées. Donc pour 2050, vous voyez, l'Afrique devient de plus en plus rouge, et puis 2100, voilà. Alors est-ce à dire qu'on va manquer d'eau? Oui, on va manquer d'eau, mais que ça va être catastrophique? Non, pas forcément. Il y a des solutions avec l'eau douce. On peut effectivement dessaler l'eau de mer. Le problème, c'est qu'on a besoin de beaucoup d'énergie et puis on rejette du CO2 dans l'atmosphère, on rejette de la saumure dans les rivages, on peut détruire la faune sous-marine, on peut puiser dans les nappes phréatiques fossiles, mais elles sont fossiles, donc par définition, au bout d'un an, au bout de 50 ans ou d'un siècle, on n'en aura plus. C'est le cas par exemple de la Libye. On peut aussi recycler l'eau en
permanence. Donc ça se fait, mais ça demande des investissements. Alors il y a un exemple type qu'on cite souvent, c'est Singapour, qui recycle une partie de son eau, c'est-à-dire on boit l'eau, les toilettes, tout ça, tout est recyclé. C'est un circuit fermé, ça correspond environ à un quart de la consommation. Mais Singapour, c'est 5 millions d'habitants. Voilà, je vous ai dit, c'est 80 millions supplémentaires tous les ans. Bon, c'est le pays quasiment le plus riche, enfin, le petit pays le plus riche. Donc il y a des solutions, mais elles sont soit très, sur le long terme, difficiles, soit très coûteuses, etc. Bon. Et puis, alors la grande solution évidente pour l'Afrique, ce sera d'importer de la nourriture. Parce qu'en fait, la plupart de cette eau douce sert pour l'irrigation. Donc il est possible, c'est déjà le cas d'ailleurs de l'Égypte. L'Égypte importe la moitié de ses céréales. Donc effectivement, il y a moyen de moyenner, mais c'est pas terrible. Et le dernier sujet que je voulais traiter parmi les trois que j'ai vus, c'est le réchauffement climatique. Et donc ici, vous avez les variations de CO2. Vous voyez cette courbe, c'est toujours la même courbe. On l'a vu tout à l'heure pour la courbe. Voilà. Donc vous avez courbe d'augmentation de la population, courbe des émissions de CO2. Exactement la même allure, c'est logique de toute façon. Alors évidemment, c'est une moyenne. Donc on va se dire, oui, non, mais c'est beaucoup plus fort dans les pays occidentaux, les États-Unis par exemple. Alors c'est vrai hein, que ça vient en positif alors que les pays viennent en négatif, et finalement c'est une moyenne. Le problème, c'est que les États-Unis, depuis le début du XXe siècle, depuis 1900, la population est multipliée par 4. Or, par exemple, nous ici en France ou en Europe, la population est multipliée par 2. Donc si les États-Unis n'avaient pas tant augmenté leur population, en partie à cause de l'immigration évidemment, eh bien il y aurait la moitié des problèmes. Donc on voit bien que même dans un pays riche, c'est pas simplement sa consommation par individu qui a augmenté, c'est aussi la population. Donc ça joue un rôle. Et là où c'est le plus flagrant, ce sont les pays du Golfe, où là, depuis 1960, la population a été multipliée par 10, à cause grâce à la présence des énergies fossiles. Donc là, on voit bien que si, alors la consommation en gros, c'est 93, mais enfin on peut dire en arrondissant à 100, donc vous voyez, vous avez des émissions de CO2 multipliées par 100, donc ça veut dire que par personne, c'est multiplié par 10. On voit bien que la population a joué dans les émissions de CO2 du 6e pays, la 6e région du globe la plus émettrice en CO2. Et donc là, je vous ai mis une photo de la place humaine avec un slog. Donc heureusement, vous avez 30 écrans pour vous monter le moral. Et puis il y avait l'épisode de pollution qui a eu à nous depuis il y a 2 ans. Et donc, j'en viens au cœur de cette intervention. Donc, j'ai cité différents domaines, celui avec la démographie au centre et tous les domaines autour. Et évidemment, on peut traiter chacun de ces domaines. Alors, je vais très rapidement, hein, parce que sur l'eau, j'avais fait une conférence ici en fin d'année, ça dure 1 heure. Hein. Donc, chaque domaine peut être pris à part. L'intérêt de l'empreinte écologique, c'est un indicateur qui permet de prendre en compte tous les domaines à la fois. Donc, suivant certains artifices, on peut traiter de tous les mots écologiques uniquement avec cet indicateur qui est l'empreinte écologique. Donc, vous avez forcément entendu parler. Alors, je rappelle quand même rapidement sa définition. Donc, l'empreinte écologique individuelle, donc c'est une surface calculée en hectares, surface nécessaire pour produire les ressources qu'un individu consomme et pour absorber les déchets qu'il génère. Vous voyez, production, absorption. Et donc, on a besoin en moyenne par individu de 2,9 hectares par tête. Ça se subdivise en différents postes qu'on verra après quand on parlera de France. Donc les terres cultivées, les pâturages, les forêts, les pêcheries et l'empreinte carbone. Donc cette empreinte écologique qu'on utilise, donc c'est un débit, il y a forcément un crédit en face. Et donc c'est ce qu'on appelle la biocapacité. C'est ce que produit la planète de façon renouvelable. Donc ce que produit la planète de façon renouvelable, alors c'est pas fixe non plus, ça a tendance un petit peu à augmenter, mais pas beaucoup, parce qu'il y a des terres cultivables qui sont urbanisées, etc. Enfin en gros, on peut considérer dans une première approche que c'est stable, la biocapacité. On divise par exemple l'individu qui lui grossit tous les ans et effectivement elle baisse régulièrement. Actuellement, on dispose en ressources renouvelables de 1,7 hectares par personne. Et évidemment, la question que vous êtes tout vous poser, c'est comment c'est possible de consommer plus que ce qu'on produit. Et la réponse, c'est on puise dans le capital de la Terre. C'est-à-dire on vide les océans de ses poissons, on vide les nappes phréatiques, on déforeste,
on réchauffe le climat, c'est-à-dire qu'on absorbe, on n'est pas capable d'absorber le CO2, donc il se concentre sur l'atmosphère, etc. Voilà, donc c'est ce qui explique le fait qu'on arrive malgré tout à s'en sortir, c'est en puisant dans le capital, et ça nous donne quelque chose dont vous avez forcément entendu parler, c'est ce fameux jour du dépassement, qui dans les années 70, il n'y avait pas de dépassement, ou quasiment pas de dépassement. Ça ne veut pas dire que c'était une bonne chose de consommer exactement ce qu'on produisait, parce que la planète produisait. En fait, disons qu'on n'était pas encore en déficit, et d'année en année, on est arrivé actuellement, donc c'était le 1er août en 2018, pendant l'été 2018. Alors, je vous explique rapidement comment on fait le calcul. On considère que si en 365 jours, on consomme 2,9 hectares, on se pose la question combien faut-il de jours pour consommer les 1,7 hectares. Et c'est ce qu'on appelle un produit en froid, pour ceux qui ont étudié un peu des cours de mathématiques. Et donc ça nous donne le 213e jour, c'est-à-dire le 1er août. Et donc, on regarde un petit peu ce qui se passe pour notre pays, donc la France, c'est intéressant. Donc on a une empreinte, ce qu'on retient c'est 5,1, on est en dixième, et une biocapacité de 9. Donc on est en déficit. On est en déficit et on va regarder poste par poste rapidement. Vous voyez qu'en terre cultivée, donc agriculture, on est bénéficiaire. Globalement, on exporte. En pâturage, on est déficitaire. Alors, on est déficitaire parce qu'on le veut bien, on achète le soja, c'est moins cher de l'acheter au Brésil que de produire en France. Bon. Mais voilà, on est déficitaire. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Les forêts, je crois qu'on est bénéficiaire, donc quasiment double, donc ça c'est très bien. Moi je suis dans un département, le Var, c'est hyper boisé, je crois que c'est le département le plus boisé de France. Les pêcheries, malgré notre domaine maritime, donc on parle assez souvent de la vaste grâce à une petite île aux 4 coins de la planète, là, les océans. Et donc, oui, globalement, ces 4 postes, c'est intéressant de voir qu'on est quand même bénéficiaire sur ces 4 postes. Donc, qu'est-ce qui nous plombe? Ce qui nous plombe, c'est l'empreinte carbone. Comme dans à peu près tous les pays occidentaux, l'empreinte carbone représente la moitié de l'empreinte écologique. Donc là, le gros effort à faire pour la France, c'est pas tant sur les 4 premiers postes qu'on a vus, on a vu pas de bénéficiaires, mais sur cette empreinte. Donc il faut arriver à décarboner l'économie. C'est un peu le but de la COP21, de l'accord de Paris. Est-ce qu'on arrivera à décarboner complètement l'économie, ou presque d'ici à 2050, comme c'est dans les dossiers, dans les cartons? Je ne suis pas sûr, mais c'est un bel objectif et évidemment on le partage. Et donc, ce qu'on a vu ici, c'est qu'à la France, on pourrait s'amuser à voir tous les pays les uns au-dessus d'autres, on va dire on va le faire. Et donc, moi, je me suis intéressé à mettre sur un même graphique, à construire un graphique qui permette de comparer tous les pays entre eux. Et ce graphique, vous voyez, en vertical, donc en ordonnée, vous avez l'empreinte écologique, dont je parlais. En horizontal, en abscisse, on utilise en fait une densité de population par surface bioproductive. Alors c'est quoi une surface bioproductive? C'est en fait la surface du pays, mais on enlève les déserts, s'il y en a. Alors, en France, on a un peu de désert, mais on enlève les montagnes au-dessus d'une certaine altitude, où on ne peut rien produire quasiment. Donc, en France, ça peut être de 1500 mètres au-delà de la zone forestière. Mais par exemple, si vous traitez du cas d'Égypte, vous enlevez 95% du territoire. Et la densité ici, elle est en habitants par hectare. La densité habituelle, elle est en habitants au kilomètre carré. Donc pour vous voir, la France, c'est environ 120 km². Ici, on passe à l'hectare, c'est 1% de kilomètre carré, peu importe. Et ça nous permet d'avoir des hectares par habitant en vertical et des habitants par hectare en horizontal, donc c'est cohérent. Et donc, pour construire la courbe, alors on va essayer de construire la courbe d'autosuffisance. Et donc le principe, vous voyez, c'est que si vous avez un habitant par hectare qui consomme 1 hectare par habitant, le pays est en équilibre. De même, si vous avez 2 habitants par hectare qui consomment 0,5 hectare par habitant, c'est en équilibre. En gros, il suffit que le produit abscisse par ordonnée ce soit égal à 1. Donc 2 fois 0,5, 4 fois 0,25, etc. Donc la courbe, vous l'avez en dessous, tac, voilà, ça c'est la courbe d'autosuffisance. Donc si un pays se trouve à proximité de cette courbe, il est en équilibre avec lui-même. Après, on construit une courbe pour 2 pays. Donc, vous voyez, si vous avez 2 habitants par hectare qui consomment 1 hectare, on consomme 2 fois ce pays.
tac, 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 donc le produit là, doit être égal à 2, je ne l'apprécie pas. Et puis on construit toutes les autres courbes, hein, on utilise 3 fois le pays, 4 fois le pays, jusqu'à 10 ou 15 fois le pays. Et ensuite, ben, on place certains pays. Alors on place la France, ben, je vous rappelle, hein, 5,1 de l'empreinte. Alors en bas, il se trouve que la densité de population par superficie productive, c'est l'inverse de la biocapacité. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Donc on a vu que c'était 2,9, 1 sur 2,9, là qu'on a la France. Donc la France utilise 1,8 fois son territoire. Donc voilà, on retrouve le déficit. Et ça va nous permettre de voir comment on se positionne par rapport aux autres pays. Donc où se trouve la planète? La planète, c'est 1,7 fois, on utilise 1,7 fois, donc le fameux investissement. Et puis ensuite, je vous colle une vingtaine de pays sur lesquels on va un peu s'apesantir. Alors, déjà des pays européens. Vous voyez que l'Allemagne se trouve à utiliser 2 fois et demi son territoire. Royaume-Uni, Italie, 4 fois leur territoire. Vous voyez, c'est quand même, de ce point de vue-là, on est quand même, entre guillemets, des bons élèves par rapport à d'autres pays européens. Si on regarde en haut, le Canada, tout en haut, alors on va se dire, tiens, ben ça c'est un pays créditeur puisqu'il est à gauche ou en dessous. Hein, tout ce qui est à gauche ou en dessous, théoriquement, c'est créditeur d'ailleurs. Mais quand même, 9 hectares par habitant, bon, c'est trop. Donc là, le Canada, forcément, il faut qu'il fasse un effort. Mais en tant que tel, le Canada est, de toute façon, une grande partie du CO2 qui est émis dans tous les pays industriels est recyclé par les forêts canadiennes. Ce n'est pas les Canadiens eux-mêmes, hein, ils sont pour rien, mais c'est les forêts canadiennes. De même, c'est recyclé par le Brésil ou la RDC, etc. Mais bon, là, c'est bon, ça doit être bénéficiaire, créditeur, c'est quand même exagéré. Par contre, donc on a vu ceci, la Belgique, vous voyez, 6 fois le territoire, le Koweït, 15 fois son territoire. C'est tout. Et en bas, vous avez alors Nigeria, Inde, Bangladesh, Burundi, Haïti. Là, vous avez déjà de très fortes densités de population. Et donc ça explique qu'on est sur ce pays de graphique. Et je vais revenir sur ces pays-là. Donc d'ailleurs, je reviens tout de suite sur... Ah non, d'abord, voilà, ce qui est l'intérêt de ce graphique, donc déjà de comparer tous les pays en plus, ça c'est intéressant, mais c'est de voir comment revenir à l'équilibre. Alors vous avez 2 grandes options. Vous avez la première option, donc 5,9, qui est hop, on baisse drastiquement l'empreinte écologique de façon à revenir à notre biocapacité, on est en équilibre. Et ça demande au moins aller jusqu'à 2050, voire plus loin, pour arriver à cet équilibre. Autre solution, donc horizontalement vers la gauche, on baisse la densité de population. J'insiste pas sur le politique, mais c'est-à-dire on baisse la population. C'est une façon. Alors pas baisser la population du jour au lendemain, mais on fait moins d'enfants et puis on a que l'objectif d'atteindre une population en gros de moitié, pas tout à fait, bon. Voilà, c'est une façon effectivement de revenir à l'équilibre. Après, vous avez toute la zone verte, hein, un mix des deux. Bon, voilà, donc objectif, bon après, démocratiquement, ça peut être décidé par les populations, les politiques, etc. Le problème, si vous voulez, c'est qu'actuellement, notre trajectoire, c'est la petite flèche rouge. C'est un peu dommage. Et pourquoi? Bah, tout simplement, c'est que notre population augmente de 230 000, c'est ça, hein, 8 personnes en 2017, supplémentaires. Donc bah, il faut nourrir ces personnes, il faut les loger, construire des infrastructures, etc. On dit en gros c'est un département tous les 8 ou 10 ans qui est urbanisé, l'équivalent d'un département tous les 8 ou 10 ans. Donc ça sort régulièrement, j'avais vu sur France 2. Donc voilà, il faudrait théoriquement soit descendre à gauche, à droite, machin. En fait, pour l'instant, on continue quand même à partir sur le côté. Je traite rapidement donc, du cas du Bangladesh. Alors le Bangladesh, vous voyez, pareil, on peut descendre la petite flèche rouge ou baisser la population. Vous voyez, c'est drastique au niveau de la baisse. Le problème, c'est que même si le Bangladesh revenait à l'équilibre, comme il y a une biocapacité très faible, vous l'avez en haut, à 0,35 par rapport à nous de 9, vous voyez, quand vous êtes dans le c'est 7. De toute façon, si le Bangladesh devait revenir à l'équilibre, le niveau de vie, pour faire vite, il serait de toute façon 7 fois inférieur au nôtre. Donc là, ça prouve bien que d'ores et déjà, vous avez un pays, là, bon, j'ai pris un pays extrême, c'est les 3-4 pays extrêmes sur la planète, mais qui est surpeuplé, parce que de toute façon, vivre avec un niveau de vie 7 fois inférieur au nôtre, c'est possible, hein. C'est pas vraiment souhaitable, d'autant plus que la population de 170 millions aujourd'hui est appelée à passer à 200 millions. Donc c'est encore. Donc ça, c'est
Et donc là, vous avez une photo de Dakar. C'est pas tous les jours, hein, c'est un jour de fête. Et puis vous avez donc, le cas du Nigeria. Donc le Nigeria, actuellement, bon ben voilà sa position. En 2050, vous voyez, le Nigeria va passer à droite, c'est la fraction des rouges. Pourquoi? Parce que sa population va doubler. La population du Nigeria, qui est déjà très importante, 200 millions, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique, va doubler et éventuellement presque quadrupler, tout à fait, d'ici à la fin du siècle. Donc là aussi, Nigeria, biocapacité 0,64 actuellement. Bon, elle peut peut-être un petit peu augmenter quand même, biocapacité par individu. Mais il va falloir donc finalement arriver à un niveau de vie simplement, enfin, si on voulait revenir à l'équilibre aujourd'hui, hein, 5 points inférieurs, donc ça veut dire 10 points inférieurs en 2050, vraiment ces pays sont surpeuplés, c'est vraiment catastrophique, et c'est là où il faut vraiment mettre l'accent, on verra après comment plus loin. Et donc ici je vous ai mis une photo du marché de Lagos. Donc de toute façon, ça ne rentrera pas, il faudra forcément des villes nouvelles. La projection pour Lagos, alors c'est même pas en 2100, c'est le 22e siècle, mais en début du 22e siècle, c'est 80 millions d'habitants rien que pour Lagos. C'est pas le 80 millions, c'est-à-dire la population de l'Allemagne uniquement sur une ville, une mégapole. C'est fou. Alors tout ça pourquoi? Entre autres parce que les taux de fécondité ne baissent pas suffisamment vite. Donc je vous ai mis l'Afrique là, et puis on parlera un petit peu à gauche et à droite. Donc l'Afrique, la moyenne, c'est 4,6, mais ça comprend toute l'Afrique, y compris l'Afrique du Nord, l'Australie, où justement les problèmes sont relativement réguliers, donc ça repart un peu avec l'islamisme, mais globalement, c'est l'Afrique intertropicale, avec une pointe au Niger. Le Niger est à 7,3. Et puis les Mali, Tchad, etc. Là vous êtes au-dessous de 6. Donc ça fait de très très fortes fécondités. Alors attention, la fécondité en Afrique, elle n'a pas augmenté. C'est toujours la même depuis des dizaines, centaines de fois. On fait toujours autant d'enfants. Le problème, c'est qu'elle ne baisse pas suffisamment. Ça baisse de 0,1 point par an tous les 2 ans. C'est vraiment totalement insuffisant. Bon, avant de parler d'un autre facteur, je vous ai quand même mis la Guyane. Guyane, 3,4 enfants par femme. C'est le record de fécondité de l'Amérique du Sud. Donc vous voyez, la France a un département qui a le record de fécondité de l'Amérique du Sud. Alors je pose la question, comme on fait parfois dans les classes, à votre avis, c'est à cause de quoi? Non, les allocations familiales, évidemment. Hein. Sous les tropiques, ça a un effet désastreux. Hein. Et donc, de l'autre côté, je vous ai mis Mayotte, hein, qui est un département français, 5 enfants par femme en moyenne. Vous voyez, à Mayotte, on est au-dessus de la moyenne africaine. C'est quand même énorme. Hein. Alors, enfin, je vous ai cité Haïti tout à l'heure. Vous avez tout ce petit groupe, bon, je ne parle pas tout de même, mais Irak, Afghanistan, Pakistan, donc où là aussi, on est vraiment avec de très fortes fécondités. Alors, on pourrait se dire, bon, qu'est-ce qui se passe si du jour au lendemain, on descend à 2 enfants par femme? Taux de renouvellement de 2,1, donc on se dit le problème est réglé. Non. Non, parce qu'il faut tenir compte de l'âge de la population. Si vous avez une population très jeune, donc là, Afrique intertropicale, on est sous les 20 ans. Donc la moitié de la population a moins de 20 ans, avec toujours record au Niger, la moitié de la population a moins de 15 ans. Donc vous avez beau ne faire que 2 enfants par femme, vous avez plusieurs générations reproductives en même temps. Donc vous ne pouvez pas baisser la population, même, vous la plafonnez, même en descendant à 2 enfants. Quoi qu'il arrive, l'Afrique gagnera, même si on faisait des efforts surhumains, dont on va voir lesquels après, de toute façon l'Afrique va gagner. Alors ceci dit que l'Afrique gagne un peu, c'est pas dramatique parce que l'Afrique actuellement, contrairement à ce qu'on peut voir, n'est pas surpeuplée. Les 1,2 milliard, 1,3 milliard, c'est pas un état de surpopulation. Certains pays du Nigeria, mais globalement, l'Afrique n'est pas surpeuplée. Par contre, la projection, on l'a vu tout à l'heure, les 3 milliards, 3 milliards 2, je crois, de 2100, là, ça fait une Afrique surpeuplée. Oui, mais actuellement, il ne faut pas accabler l'Afrique actuellement n'est pas surpeuplée. Et donc, le gros travail à faire, il est sur l'éducation. Vous avez ici l'éducation primaire, donc je vous dis en Afrique. Donc vous voyez qu'on retrouve les pays dont on a parlé, Niger, Tchad, etc.
là, vous n'avez pas la moitié des enfants scolarisés dans le primaire. Alors, indépendamment du fait que c'est une bonne chose que la scolarisation en tant que telle, l'intérêt pour la fécondité, c'est, on sait, et c'est facile à retenir, une femme, une jeune femme qui termine le primaire, c'est pas rien, je sais pas si elle a 12 ans, le primaire, bon, même pas, elle aura un enfant en moyenne. Et si on regarde maintenant l'éducation secondaire, alors ici c'est le secondaire mais jusque fin collège. Donc là, bon, pareil, ça laisse regarder. Et vous voyez que, et là c'est la moyenne, c'est tous les enfants, c'est pas que les filles. Donc au Niger, vous avez que 5% des enfants qui terminent les grands collèges. C'est un truc de fou. Donc là, il y a vraiment un très très gros effort à faire sur l'éducation. Macron en a parlé, donc je ne suis pas un fan du président, mais il faut reconnaître, il a parlé du sujet, et comme il sait que le Niger, c'est facile à savoir, est un pays francophone et que c'est un pays pilote, il y a, avec l'Agence française de développement, il y a certaines opérations, certains objectifs qui ont été décidés sur le Niger pour voir si ça marche effectivement au niveau de l'éducation. Et alors, l'intérêt de l'éducation secondaire, indépendamment de fait que c'est une bonne chose en soi, c'est qu'une femme qui termine, une jeune fille qui termine les études secondaires, elle aura 2 enfants supplémentaires en moins. Donc 1 si elle termine, et 2 ça fait 3. Vous voyez, par rapport à la même de 4-7 tout à l'heure, c'est gagné. En fait, c'est gagné si vous êtes capable de scolariser tous les enfants pour résolver quasiment le problème de la quantité. Seulement, l'éducation pour tous, c'est très cher. Le Monde avait fait un article il y a quelques années, il fallait plusieurs dizaines de millions d'enseignants, rien que dans les pays francophones. Donc il faut une volonté politique. Donc ici vous avez donc une agence de l'ONU qui s'appelle UNFPA, donc le Fonds des Nations Unies pour la population, qui fait donc des publicités, des campagnes de promotion, donc là pour que les jeunes filles terminent leurs études tout simplement, parce qu'en fait quand elles sont enceintes, ne serait-ce que la période, et ensuite très souvent elles ne retournent pas à l'école. Vous avez aussi une publication, je crois que c'est en 2012, la publication de l'UNFPA, donc un livre tous les ans, et là donc le titre parle de lui-même, le choix non au hasard, c'est-à-dire en fait les grossesses, avoir des grossesses désirées. Et l'évaluation qui avait été faite à ce moment-là, c'est qu'il y avait donc 200 millions de femmes dans les pays en développement qui étaient en demande insatisfaite de contraception, qui aboutissaient finalement, compte tenu des avortements, etc., à 40 millions de naissances non désirées. Alors souvenez-vous tout à l'heure du 80 millions de personnes supplémentaires tous les ans. Donc vous voyez, rien qu'en répondant à la demande, on ne peut pas répondre à la demande totalement. En grande partie à la demande, on résout quasiment la moitié du problème. Et ça, par contre, la contraception, ça a un coût, puisqu'il y a les produits, il ne faut pas tomber en rupture de stock, il faut des centres de planning dans les villes, il faut pouvoir se déplacer avec des 4x4 ou dans la brousse, etc., de façon approvisionnée, etc. Bon, là-bas, de toute façon, c'est pas la pilule comme ici, c'est des implants, ça dure 3 mois. Bon. Mais ça a un coût, mais ça a un coût quand même inférieur à l'enseignement. Donc voilà, il s'agit d'une volonté politique. Il faut bien entendu lutter contre les mariages et les grossesses précoces. Pour revenir au cas du Niger, vous avez des jeunes filles qui sont enceintes à 12 ans. Bon, ici, chez nous, c'est impensable. Vous avez donc des campagnes d'affichage, donc avec l'USN, l'UNFPA, etc. Donc là, ici, c'est à Dakar. Alors, vous voyez clairement, ils sont ambitieux, il y a un seul gamin. Là, ici, vous avez une famille restreinte à 2, c'est à Nigeria, dans une ville. Vous avez d'autres campagnes qui sont faites ici, c'est une association un peu comme la nôtre, beaucoup plus puissante, une association américaine qui s'appelle Population Media Center, et donc eux font des émissions radiophoniques et éventuellement télévisées de temps en temps, mais surtout là-bas c'est surtout la radio qui passe, et donc bon, ils font un petit peu ces gens plus belle la vie, donc on parle des problèmes locaux, des problèmes de famille, et évidemment on met en scène des familles qui utilisent une famille familiale, qui envoient leurs enfants à l'école, avec tous les bénéfices que ça permet, et il faut travailler évidemment des étudiants locaux, on les reconnaît, voilà, des dentaires, ce sont quand même des étudiants qui ont un autisme particulier, etc. Il faut travailler, ils travaillent avec eux sur les scénarios, les Américains sont d'accord sur les scénarios. Et donc vous avez le travail de notre association, Démographie Responsable. Donc ici c'est distribution. Alors je ne sais pas si on fait plus intéressant là, on verra après, mais
donc distribution de flyers dans un village du Togo. Et là, dernièrement, on est en cheville avec la c'est beaucoup plus sérieux, une association qui s'appelle ATBH, donc Association pour le Togolais pour le bien-être des humains. Ouais. Donc là, c'est une petite équipe qui va dans les centres médico-sociaux et qui donc diffuse la parole, tout simplement. Et ce qui est intéressant avec ATBH, donc on les a aidés financièrement, on leur a envoyé pas mal de matériel informatique de seconde main qu'on a racheté dans des entreprises. Donc, vous voyez, pour un coût, on va dire, de 500 €, on a pu envoyer tout ce matos. Donc c'est pas mal, plus avec le transport compris. Donc ça leur permet de travailler, de filmer, de travailler leurs vidéos, etc. Et vous voyez, leur logo, il est très intéressant. On voit là, c'est la famille, la petite famille, vous voyez, sur le côté. Et l'intérêt de l'ATBH, c'est qu'en fait, ils demandent, quand ils font l'intervention, aux familles de ne pas dépasser les 3 enfants. Pour 2 enfants, il serait mal reçu. C'est comme si nous, ici, on parlait de petits orphelins en France, il serait super mal reçu. Si en Afrique, on parlait de 2 enfants, vous êtes mal reçu. Mais 3 enfants, déjà, ça se conçoit. Donc on travaille avec eux, donc voilà, concrètement, c'est ce qu'on fait en Afrique. C'est pas ce qu'on fait le plus important. Ce qu'on fait le plus important, c'est de travailler dans les salons, des conférences, des interviews, des passages dans certains médias. Notre rôle, c'est surtout la sensibilisation, faire avancer l'état d'esprit de nos concitoyens sur le sujet. Mais quand même, de plus en plus, on essaye d'intervenir à l'extérieur et d'aider là où il y a de la demande. C'est eux qui nous ont contactés. Je ne sais pas comment, ils ont regardé sur Internet, ils ont tapé des graphiques, ils ont dit tiens, il y a des francophones qui sont venus vers nous. Donc voilà, c'est une partie du travail de notre association. Donc ils travaillent aussi sur les grossesses précoces, donc ils nous ont envoyé cette photo qu'ils ont fait dans une école. Voilà, c'est sympathique, avec des ardoises. Et donc, nous on existe depuis 2009. Alors, donc ça fait 10 ans, on fait le 10e anniversaire d'ailleurs de l'Assemblée générale. Et bien la situation en France a évolué. Donc là, je vous ai préparé un petit truc sur la couverture médiatique. L'an dernier, vous avez peut-être entendu, j'espère, il y a eu un appel de 15 000 scientifiques sur la planète, pour sauver la planète. Cet appel a été popularisé, enfin repris par Le Monde, tout d'abord, et ensuite par la Croix. Donc c'est pas mal, hein, Jean-Marc Latour qui peut reprendre le truc, on a fait quand même assez longtemps. Et si on lit, il y avait 13 recommandations, je crois. Il y en avait 2 qui concernaient la démographie. Donc la première, c'est ce dont j'ai parlé, réduire la fécondité, en faisant en sorte que ces femmes aient accès à l'éducation et au développement mondial. Donc c'est exactement notre discours. Alors ça a été signé par 15 000 scientifiques, dont 1000 Français, 900 et quelques. Et alors, chose aussi intéressante, donc là, vraiment un travail scientifique, déterminer à long terme une taille de population soutenable, scientifiquement défendable, etc. Donc qu'est-ce que pourrait être la population soutenable de la planète sur le long terme? Donc ça, c'est vraiment un travail scientifique. Alors nous, on a essayé, avec nos faibles moyens démographiques responsables, de travailler sur le sujet, et on en reparlera après. Donc voilà, je parlais surtout de la couverture médiatique. Vous avez eu l'affaire du tweet de l'AFP, je ne sais pas si certains en ont entendu parler. Donc il y a eu une étude scientifique qui date déjà d'un peu plus d'1 an, qui démontrait qu'en fait le geste écologique le plus fort, c'était d'avoir un enfant en moins. Et c'est logique, hein, vous avez un enfant en moins qui en aura lui-même 2 enfants en moins, etc. Finalement sur le long terme, c'est évident. Et il comparait ça avec un régime vegan, le fait de ne pas faire de vol. En vrai, c'est carrément une échelle logarithmique, hein, le 1 et le 60. Donc, de toute évidence, le geste le plus important, c'est de ne pas faire trop d'enfants. Il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'enfants. Hein. Nous, on est pour qu'on fasse 1 ou 2 enfants, quasiment dans l'association, tout le monde en a 1 ou 2. Simplement, si on veut aller au-delà, et l'argument de dire oui, mais moi je suis vegan, je roule la vélo, etc. Oui, tant mieux, c'est très bien, hein. Mais ça ne résout pas le problème que c'est quand même l'enfant supplémentaire qui en fait va avoir le plus grand impact écologique sur le long terme. Donc ça fait toute une histoire, dans les questions tout à l'heure, hein, mais effectivement on peut revenir là-dessus, tout à fait. Alors ça fait un bruit énorme. Il y a eu 430 retweets, enfin pas retweets, commentaires, je ne sais pas si vous êtes sur Twitter.
Sur les 430, je ne les ai pas tous déroulés, mais la majorité est super remontée contre ce truc. Par contre, vous avez 1100 likes, quand même. Et ça a fait du bruit. Vous avez eu là récemment, donc c'était à l'automne, une tribune co-signée par certains de nos membres de notre comité scientifique, donc qui faisait vraiment le rapport entre le climat et la population. Donc on a réussi à sortir sur le monde, donc c'était plutôt sympathique. Vous avez eu un article sur la Libre Belgique aussi, de amis belges. Bon là c'est un média alternatif. Vous aviez sur les échos. Vous voyez, on commence vraiment à en parler du sujet. Hein. Sur Libération, donc c'est pas mal parce que, bon, des fois, on ne sait pas trop ce qu'ils pensent. Là, quand même, le sujet vient aussi dans ce courant d'idées que représente Libération. Et alors, tout dernièrement, alors ça, c'est vraiment cette année, hein, c'est voilà, 1702, encore un titre choc. Ça, c'est la une du monde, carrément, de les kiosques. Voilà, vous circulez. Donc ici on a Paris, mais bon, vous auriez pu tomber là-dessus. Ah, c'est sympa quand même. Même si à l'intérieur on relativise le problème, mais quand même, la Lune elle est un défi pour la planète. Et donc, pour terminer presque, je reviens sur cette notion de population soutenable. Alors, je vous ai mis, donc, nous on a travaillé avec un seul indicateur écologique, c'est l'empreinte de l'écologie. Donc on peut parler CO2, on peut parler... il y a moyen de travailler sur ce sujet, il y a plein d'entrées. Nous, on a notre seule entrée, c'est l'indicateur le plus communément admis, l'empreinte. Après, on considère que chaque pays doit être en équilibre écologique avec lui-même. Alors ça ne veut pas dire que les pays vivent en autarcie. Hein. L'équilibre écologique, c'est pas l'autarcie. C'est, on fait des échanges, mais il faut qu'au final des échanges, sur le plan écologique, ils soient en équilibre. C'est-à-dire que si on achète des produits au Brésil, bon, ben, on peut à la limite, mais il faut aussi qu'on exporte de la nourriture. Finalement, on est en équilibre écologique. On est d'accord, un équilibre écologique ne veut pas dire autarcie. On choisit arbitrairement une empreinte avec une biocapacité identique pour tout le monde, dans un souci d'équité. Ah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le Bangladesh ou le Nigeria, s'ils veulent être actifs, ils n'arriveront jamais à ce qu'on est. Donc il faut arriver à trouver une empreinte moyenne qui soit la même pour tout le monde. Cette position d'équilibre va définir une population du pays, c'est logique, et si vous faites la somme de toutes ces populations, vous avez la population soutenable de la planète. C'est une approche, hein, il y en a plein d'autres. Hein. Déjà, celle-là est assez compliquée. Quand on travaille dessus, il faut quand même, il a fallu 2 mois. Et donc ça nous donne une courbe de population soutenable. Donc, vous voyez que si on vit comme des Malgaches, on peut être plus milliard. Si on vit avec une empreinte égale à la biocapacité égale à la moyenne de la biocapacité de la planète actuelle, c'est 1,7 hectares, c'est-à-dire en vivant comme les Vietnamiens, c'est bien que ça, les Vietnamiens, et certainement certains d'entre eux vont dîner, bon, mais c'est quand même pas le niveau de vie français. On peut être 7,4 milliards, c'est-à-dire en gros ce qu'on est aujourd'hui. Si on veut vivre avec la biocapacité française, 2,9, c'est-à-dire le niveau de vie actuel de l'Iran, l'Iran pareil, hein, c'est quand même pas, c'est pas le Pérou, mais on ne peut plus être que 4,4 milliards. Et puis si on vit encore plus avec un niveau supérieur, ils vont être encore moins. Donc vous voyez que une population soutenable va être comprise entre, disons, 4 et 7, on peut retenir 4 et 7 milliards. Tout en sachant qu'aujourd'hui, on est déjà à 7,7 milliards, donc c'est pas soutenable, et qu'on va vers les 11,2 milliards. Donc oui, c'est pas très enthousiasmant. Hein. Mais bon, les scientifiques, les 15 000 ont dit, tiens, ben, il faudra travailler là-dessus, ben, nous on a commencé à travailler là-dessus. Mais c'est pas la réponse définitive de la population soutenable. C'est un exemple. Et donc je termine avec une citation de l'ancien directeur de l'ONU, président de l'ONU, secrétaire général, Louis Kofi Annan, qui est décédé cet été, donc je vais lire. Donc vous voyez, il était parfaitement conscient du problème. Et d'ailleurs, nous, on a rendu hommage le jour même de son décès, et je crois qu'on a dépassé sur notre page Facebook, on a dépassé les 1000 ou les 1500 likes.
Donc ça donnera un article. Et on en a profité pour rappeler ce qu'il a dit. Et donc, je vous invite évidemment à aller sur notre site internet. Donc ça, c'est la page de présentation, avec la citation de personne, donc on décide de mars. Bon, j'espère que vous comprenez. Sinon, je répondrai à vos questions. Et si ça vous intéresse, vous voulez nous aider, ben voilà, cliquez et vous suivez le processus pour le retrouver. Si vous voulez me contacter directement, vous avez mon adresse mail. Et donc, j'en ai terminé, je vais rester sur cette page et on peut passer au débat. Je sais pas